Bienvenue à l'Assistant Coach podcast de la NFL. Je suis Julien et je suis en compagnie de Marc-André. Comment ça va, Marc-André? Yes, ça va bien, puis toi? Ça va très bien. D'abord, deux shout-outs à faire. Marco et Losé ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui, mais on pense à vous. Et aussi, mon deuxième shout-out, c'est un shout-out groupé, là, mon premier. Groupé ensemble, Et ouais. mon deuxième shout-out, c'est à Dualité. Merci encore pour la musique d'intro. On pense à toi. T'es le best. Puis, Yes, sir. dans le Je suis fond, d'accord. Marc-André, avant d'aller plus loin, le plug nos réseaux. Puis après ça, on va enchaîner avec le podcast à deux encore une fois. Yes, sir. Donc, l'Assistant Coach podcast sur pas mal toutes les plateformes de réseaux sociaux. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. Allez nous voir. On publie de plus en plus. On a nos vidéos, l'assistant bet du jour à chaque jour de match. Encore une fois, si vous avez suivi mes bets cette semaine, vous êtes over votre mise. Fait que ça peut être quand même intéressant si vous voulez mettre $1 par-ci, par-là sur des bets que vous trouvez intéressants. Ça vous donne des belles idées de paris. Jouez quand même de façon responsable et dans votre budget, mais ça peut quand même être intéressant si vous voulez des petites suggestions. Ça fait quand même 3 semaines de suite là, Marc-André qu'on a à est cœur votre réussite monétaire pour être sûr que vous ne soyez pas dans le trou. Mais on ne Voilà, vend pas nos pics. C'est vraiment la bonne franquette. Donc, c'est revenez-nous ça. pas. Mais Marc-André, il a dit que Marc-André, il essaye fort. Puis à C'est date, ça. il réussit bien. OK? Mais là, ça se peut que les 3 prochaines semaines, ce soit mais de la là, merde il se aussi. fait traiter de NPC. Fait que est-ce qu'il est vraiment à l'aise dans ses prédictions ou est-ce qu'il va juste avec la tendance générale? Est-ce qu'il réfléchit vraiment à ce qu'il dit? Moi, je pense que oui, mais c'est sûr qu'on se pose bien les questions. D'ailleurs, Puis j'ai Marc-André, à pris. date, c'est ça, comme tu dis, ça se passe bien pour l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'une semaine, tu fais complètement dans le champ. Il y a eu des matchs là, où tu étais 0-4, Oh, oui, mais plus souvent exactement. qu'autrement, au courant d'une fin de semaine, à date, ça se passe bien au niveau C'est prédiction. ça. Tu vas assez conservateur malgré tout. Oui, puis là, j'ai déjà préparé mes bets pour le match de demain du jeudi soir, puis je sens que je vais me faire picher des tomates, puis qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec moi, fait que vous verrez ça dans mon petit vidéo de betting. Ben, ils ne seront pas d'accord, mais en Demain. même temps, tu sais, Marc-André, toi puis moi, là, on en parlait avant le début du podcast, puis j'ai hâte de voir les retours, même avant même le retour des matchs, avant le segment rafale, j'ai envie qu'on Oui, voit le portrait de qui a bien prédit ou pas prédit les matchs de la semaine dernière, parce qu'on n'était pas unanime à beaucoup de matchs, dont par exemple Bengals-Steelers, où c'était un 2-2, c'était partagé, ouais. puis il y en a qui étaient des non-believers envers les Steelers. Moi, j'ai dit à domicile, contre les Bengals qui vont nulle part. Tu sais, puis là, c'est ça. Hein? On arrête de cracher dans la face des autres. Puis on garde ça livre pour soi. Marc-André, montre-nous le tableau des prédictions. Puis après, on va aller avec le segment en rafale. Yes, juste avant, juste quelques petits shout-outs sur nos réseaux sociaux. Justin Simard, Jean-Philippe Magny, Mr. Z, Daniel B, Bombadère, Jajmi, Youssouf, Thomas, tous des nouveaux abonnés sur TikTok. Phil Hockey, nouvel abonné sur Instagram aussi. Et je vais aussi lancer un beau shout-out à Alain Bro qui a commenté notre extrait de podcast où je voulais congédier Nick Sirianni. Alain Bro n'était vraiment pas content. Lui, c'est un gros fan des Eagles et il n'est pas content qu'on donne du hate sur les Eagles. Fait que je te salue, Alain. Ton équipe reste une des meilleures de la NFL malgré le hate qu'on a sur cette équipe. Alain, moi, je m'exclus de ça. Je n'ai pas le hate contre les Eagles. Tu fais bien de défendre ton club. Sois fier. Le champion du Super Bowl en titre, personne ne peut leur enlever ce titre-là. Fait que là, il y a beaucoup de non-believers encore pour les Eagles, mais peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Ils ont un atout incroyable à la défensive. Puis j'en parlais un peu avec Marc-André au téléphone. J'ai une petite théorie Théorie. On en sur. parle tantôt ou tout de On en suite ou parle qu'est-ce que tantôt. On en mieux? parle tantôt, c'est pas le Tantôt, temps. OK. Je veux qu'on voit les prédictions qu'on avait faites la semaine dernière. Qui a eu une bonne semaine ou pas? Et le total, on est rendu à combien? Donc, Marc-André, explique-nous ça, qui domine? Yes, sir. Fait qu'en gros, cette semaine, Charlotte a losé. Grosse semaine pour lui. 11 victoires, 4 défaites. Sinon, Marco, toi et moi, on a tous eu quand même une semaine respectable avec 9 victoires, 6 défaites. Donc, vous pouvez voir le tableau, ceux qui sont sur YouTube. En gros, Marco était Lone Wolf, Chicago, Minnesota, il a perdu. Tu étais Lone Wolf, Packers, Giants, tu as perdu. Proche. Ouais, sinon, on a eu des splits, justement, tu parlais Bengals, Steelers, Rams, Seahawks. Marco était Lone Wolf, Denver contre Casey, il a gagné. J'étais le Lone Wolf, Las Vegas, j'ai perdu. Même pas proche, Las Vegas. Même pas proche, Las Vegas. Au final, on a 2 égalités. En fait, on a Marco et Losé qui sont égalité 83-49 et on a toi et moi à 78 et 54. Fait que, Insurmontable. il commence à s'échapper, puis ça reste qu'on a quand même de bonnes fiches. Puis c'est ça, j'ai regardé juste avant le podcast. Il y a une seule fois que quelqu'un a eu une semaine en bas de 500, puis c'est Marco, même s'il est en tête. Fait que c'est difficile de rattraper les autres parce qu'on a tous beaucoup de bonnes prédictions. Oui, c'est très, très tough. Puis, dans le fond, on arrive aussi avec des. Tu sais, le mois de novembre est un peu
renversant. Il y a toutes sortes d'équipes qui perdaient, que là, tout d'un coup, il y a un ménage qui se fait. Puis là, dans le fond, aussi, ce qui s'est passé, j'en ai parlé la semaine dernière, des équipes qui jouent sans pression. Ils se sont dit, OK, on n'a plus l'impression de gagner. Fait que quand on se laisse aller, des fois, des belles choses arrivent. Quand on joue plus tendu, puis qui est plus en cérébral, en train d'analyser, puis un peu trop, une fraction de seconde en retard. Quand on se lâche louche, des joueurs de talent vont faire des jeux, puis il se passe des choses, justement, on va en parler, comme par exemple les Dolphins qui sont à 3 victoires de suite, malgré un début de saison désastreux. Désastreux, oui. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent comme ça. Puis, il y a des matchs revanche, des matchs qui sont terminés 30-0, qui se terminent d'un 30-27, donc beaucoup plus serrés. Donc, c'est sûr que là, il y a des rivaux de division qui s'affrontent plus souvent dans les dernières semaines. Puis, ça va arriver surtout en fin de saison. Le calendrier est fait qu'il y a beaucoup de rivaux de division qui s'affrontent dans les dernières semaines. Donc, ça va être chaud à regarder. Puis, il y a des surprises qui arrivent dans les rivaux de division. Là, on va passer maintenant au segment en rafale. Puis, je vais te lancer sur quelque chose. Parce que là, tu es très critique depuis plusieurs semaines. Là. Puis, Marc-André, je ne veux pas t'échauder. On en parlera plus tard. Mais les coachs qui vont en 4e et quelques, là, ça fait plusieurs fois que tu dis va prendre tes points. Qu'est-ce que tu fais à pas botter le ballon? C'est arrivé souvent en 4e et quelque chose. Puis, ça le nuit à des équipes cette semaine. Essaie de garder ton sang-froid pour le segment en rafale. Mais on va en parler plus en détail pour ton match à venir. Parce que c'est arrivé dans ton match. Ah oui, absolument. Qu'est-ce qui s'est passé, Marc-André? Parle-nous. Yes, résumé des matchs de la semaine. Patriots qui l'emporte 27-14 contre les Jets. Justin Fields qui sera benché à partir de cette semaine. Donc, malgré qu'il est performant en fantasy pour ceux qui l'avaient dans leur équipe, il ne le sera plus. Donc, il sera benché par les Jets. Il était tout simplement pas assez bon pour la NFL. Il battait des records de médiocrité à chaque semaine. C'était un peu n'importe quoi de ce côté-là. C'est plate, mais c'est ça. Match international à Madrid. Dernier match international de l'année. On pense à tes dimanches matins, Losé. On espère que tu vas passer tes dimanches matins avec tes filles à partir de maintenant. Le match en prolongation. Donc, les Dolphins qui, je pense que c'est la semaine passée, il y a certains joueurs qui disaient qu'ils étaient confiants de run the table et gagner tous leurs matchs d'ici la fin de la saison pour peut-être participer aux éliminatoires. Ben, remporte un match en prolongation contre une équipe où rien ne va plus. Je ne sais pas à quel point c'est positif ou négatif. Ça reste une victoire, mais je peux pas dire à quel point je suis très convaincu pour les Dolphins. Les Panthers qui continuent leur saison, ça commence presque avec une saison miraculeuse, là, cette saison-là des Panthers. L'emporte dans un match de division contre les Falcons 6-5 et s'approche dangereusement des Buccaneers. Tu en avais parlé la semaine passée quand on parlait du match Buffalo-Tampa Bay, que Tampa Bay allait avoir les Panthers qui leur soufflaient dans le cou. Eh bien, c'est le cas parce qu'ils sont rendus à 6-5. Donc, ça commence à être... va falloir les prendre au sérieux, les Panthers, d'ici la fin de l'année. J'avais dit que les Bills allaient l'emporter. Puis j'ai dit, si les Panthers l'emportent, ça devient chaud plus qu'on pense. Ouais. Puis là, il y en a qui disaient, non, les Bucks avant, mais trop de blessures. Puis justement, conduit ton segment rafale. Le prochain match, c'est quoi? Yes, sir. Buccaneers, Bills. Les Bills l'emportent 44-32. Le score, c'est juste par 12 points. Mais honnêtement, les Bills ont vraiment maîtrisé ce match-là. Pas mal de bout en bout. Donc, victoire quand même convaincante des Bills. Ça reste que la défensive des Bills, c'est quand même inquiétant. On en parlait dans les derniers podcasts. Mais les Bills qui l'emportent quand même 44-32 dans un match qui était difficile pour eux. Ils se gardent quand même dans la course pour le titre de leur division. Match surprise, pas nécessairement par le résultat, parce qu'il y en a qui voyaient les Jags quand même gagner ce match-là, mais c'est plus le score 35-6. Les Chargers, ça n'a jamais levé dans ce match-là. Grosse performance des Jaguars qui se gardent dans la conversation des éliminatoires et limite sont peut-être même en train de solidifier leur place là, en éliminatoire. Il va falloir les considérer de plus en plus. Les Bears, encore une fois, dramatiques, l'emportent sur le dernier jeu du match. Sur un botté de placement, l'emporte 19-17 contre les Vikings. Et croyez-le pas, les Bears sont en tête de la division nord de la NFC devant les Packers et devant les Lions. Les Lions qui sont 3e dans la division. Aïe, aïe, aïe. Mais encore une fois, ça demeure pour moi que J.J. McCarthy ne fait pas le boulot. 9 turnovers en 4 matchs. C'est incroyable. Incroyable dans un match serré où il y a encore eu des 4e essais tentés par les Giants. J'en parle tout de suite après. Les Packers l'emportent 27-20. C'est pas super chic, mais les Packers l'emportent quand même et se gardent quand même avec une bonne fiche à 6-3-1. Les Giants qui ont donné la victoire aux Packers avec la décision d'aller en 4e et quelque chose dans leur territoire,
qui consolidait le botté. Tu gagnes par 1 point, tu es dans ton territoire, botte le ballon, il reste pas beaucoup de temps. C'est ça. Pire décision de coaching. Ils ont beau avoir envoyé des balls, la personne qui prend les décisions, je pense qu'on a une directive de tank assez claire. Est-ce que le GM va se faire, ou le propriétaire va se faire mettre à l'amende comme les Dolphins l'ont été il y a quelques années? Si ça se sait, moi je pense qu'il faut faire attention les Giants, soyez pas trop prévisibles. C'est d'être trop évident, on pourrait avoir des sanctions contre vous autres. Là. Mais ça sent le tank à plein nez, parce que les Giants étaient en voie de l'emporter dans ce match-là. Je suis d'accord avec toi. Steelers-Bengals, les Steelers l'emportent de façon excessivement convaincante, 34-12. C'est la première fois depuis que Joe Flacco est là que l'attaque des Bengals est arrêtée. Grosse performance défensive des Steelers et grosse victoire vraiment importante pour la course aux éliminatoires. Chapeau aux Steelers pour ce match-là. Dans un match défensif et sans CJ Stroud encore, les Texans l'emportent 16-13 sur les Titans. C'est pas beau, c'est pas chic, mais ça reste que les Texans, c'est la meilleure défensive de la Ligue sur plein de critères. Les Texans sont rendus à 5 victoires dans leurs 7 derniers matchs. Ça commence à être une équipe qui est rodée. Il faut les prendre au sérieux. C'est l'équipe qui a donné le moins de points dans la Ligue cette année depuis le début de la saison. 49ers Cardinals. Les 49ers n'ont jamais été inquiétés. Ça finit 41-22, puis le score ne reflète même pas à quel point les 49ers ont dominé ce match-là. Avec Marvin Harrison out, Jacoby Brissett avait plus beaucoup d'options. Donc, les 49ers ont vraiment mis le pied sur l'accélérateur dans ce match-là. Seahawks-Rams, je vous en parle tantôt. Les Ravens qui l'emportent 23-16 sur les Browns. Les débuts de Shedeur Sanders. Il est rentré dans le match des statistiques peu reluisantes. On verra ce que ça donne. Il va être partant cette semaine. À sa défense, il a fait ce qu'un backup doit faire. Oui. Le starter, ça ne marche pas. Il n'y a aucun rep de first team. Il n'y a pas de pratique. Le match est perdu. L'équipe n'était pas motivée. Là, il se fait jeter dans la mêlée. Je comprends que 4-16, c'est pas glorieux. Mais c'était pas des... Quand il va y avoir un start, on en reparlera. Quand il y aura un exactement. Start, clair, moi je ne lui jette pas du tout la pierre. pierre. Surtout contre les Ravens. Oui. Je jette pas du tout la pierre. Ça reste que c'est pas un match reluisant, mais j'ai hâte de voir la semaine qui s'en vient. Ça va être son premier start. J'ai hâte de voir parce que là, toute la semaine, il va avoir les reps avec la première équipe. Dans un match de division ultra important, les Broncos l'emportent 22-19 contre les Chiefs qui se retrouvent en danger sérieux de rater les éliminatoires. Ça commence à sentir le roussi à Kansas City. Le match du dimanche soir, dans un match ultra défensif, là aussi, les Eagles qui l'emportent 16-9. Et pour une deuxième semaine de suite, les Eagles gardent une attaque de la NFC North en bas de 10 points. Ça reste que c'est quand même impressionnant. Tu as une belle théorie là-dessus, on en reparle tantôt, Julien. OK, oui. Et les Lions qui y vont 5 fois en 4e essai et qui sont 0 en 5. Je vous en reparle tout de suite après vous avoir dit que les Raiders, c'est une catastrophe cette équipe-là cette année. Ils sont piétinés complètement à domicile, 33-16 par les Cowboys. Indianapolis et Nouvelle-Orléans étaient en bail. Donc, Indy garde leur fiche de 8-2. Ils ne sont plus en tête de la AFC parce que, dans le fond, ils ont un match de retard par rapport à d'autres équipes. Et la Nouvelle-Orléans a, encore une fois, une fiche de 2 victoires et 8 défaites. On n'en parlera pas trop de la Nouvelle-Orléans. Voilà. Là, maintenant, Marc-André, parle-nous du match que tu avais envie de nous parler. Mais avant toute chose, c'est que tu vas teinter ce match-là parce que Rams-Seahawks se joue à 21-19. 2 points d'écart seulement. Et encore une fois, il y a eu des décisions controversées. Puis comment la décision controversée, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui ne prennent pas les 3 points. Puis tu veux nous en parler parce qu'il y a eu énormément cette semaine de coachs qui ont perdu un match à cause de décision d'y aller en 4e et quelque chose. On en a parlé un petit peu avec les Packers Giants où est-ce que ça fait aucun sens en 4e et 3 dans ta zone d'y aller alors que tu mènes par seulement 1 point. Tu concèdes le placement au minimum à la distance où tu es. Et là, dans le fond, il y a eu énormément aussi de mauvaises décisions. Eagles, Lions, où est-ce que les Lions sont allés en 4e et quelque chose 5 fois, puis ont perdu les 5 fois. Ouais. Les Eagles aussi, ça s'est mal passé en 4e et quelque chose. Donc, Marc-André, parle-nous un peu là, de ta montée de lait avant, parce que ça l'a teinté aussi ce match-là Rams-Seahawks. Exactement. Moi, je vais en faire tout de suite, avant de vous dire à quel point je ne suis pas d'accord avec plusieurs décisions qui sont prises cette semaine, je vais quand même faire la nuance entre 2 choses. Premièrement, moi, je pense que les entraîneurs depuis, je vais dire peut-être 4 ou 5 ans, ils vont beaucoup plus avec les statistiques avancées ou la stats avancée, puis des fois, on le voit là, dans le bas de l'écran, genre probabilité de réussite, genre 55%, la décision d'y aller to go, genre, tu sais, quelque chose de ce genre-là.
Puis je pense que de plus en plus, les entraîneurs se fient à ces statistiques-là et de plus en plus d'équipes ont des coachs dans le boot qui parlent au coach en chef pour lui dire quoi. C'est même plus tant le coach en chef qui prend la décision, c'est que tu as quelqu'un qui te parle dans l'oreille puis qui te dit « Hey, selon les stats avancées, il faudrait y aller ou il ne faudrait pas y aller. » Puis c'est la même chose pour les time-outs. Il y a de plus en plus d'entraîneurs que c'est des personnes dans leur oreille qui leur dit quand est-ce qu'il faudrait prendre des time-outs. Fait que je ne veux pas nécessairement mettre le blâme sur les coachs en chef. D'ailleurs, salut Losé, tu arrives juste à temps pour ma montée de lait sur les coachs qui vont en 4e essai, c'est malade mental. Pour pouvoir chialer ses coachs, Exactement. Je suis down. Avant Losé, on va juste entendre Marc-André ce qu'il a à dire, puis tu vas être le premier à réagir. Je veux quand même faire une nuance avant de chialer sur plein de choses entre, je vais prendre, mettons, les Bills de Buffalo. Les Bills de Buffalo, tu as une très bonne attaque, tu as une défensive qui est pourrie. Je pourrais comprendre que tu dises « Hey, on va essayer d'y aller en 4e essai parce qu'on sait qu'à peu près toutes nos games vont se finir 42-35. » Fait que tu as besoin d'y aller pour le toucher parce que même si tu fais un botté de dégagement, tu le sais que l'autre équipe, elle va traverser le terrain puis elle va aller te mettre des points au tableau parce que ta défensive n'est pas assez bonne. Fait que dans un contexte comme ça, mettons la game Buffalo-Tampa Bay, je pourrais comprendre que tu dises « Hey, on va essayer d'y aller en 4e essai. » Par contre, quand on parle des Giants dans la game contre les Packers, tu affrontes les Packers qui ont une excellente défensive. Tu parles de Détroit qui affronte Philadelphie, qui a fait 2 semaines de suite qui limite une attaque qui se peut en bas de 10 points. Tu parles des Rams que tu joues contre les Seahawks qui ont une défensive top 5 all around, puis tu y vas en 4e essai, puis tu ne prends pas les points. Moi, ça me sidère complètement. Dans un match qui finit par 2 points. Dans un match qui finit par 2 points. Exactement. Dans un match qui finit par 2 points. Détroit qui ont perdu par 7 puis ils ont été 5 points en 4e essai. Exactement. On en a parlé juste avant que tu arrives, ouais. Tu sais, Détroit, Philadelphie, là, je veux juste vous dire, au premier quart, à leur ligne de 48, les Lions, ils vont en 3e et 1. Ils ne l'ont pas. Ils vont encore en 4e et 1. Ils ne l'ont pas. Fait que, tu sais, tu donnes le ballon à ton 48 à Philadelphie. Après ça, au 2e quart, tu y vas en 4e essai à ta propre ligne de 43. Tu ne l'as pas, ça donne un field goal aux Eagles. En début du 3e quart, 4e et 5 au 32 de Philly. Au 32 de Philly, là, c'est un field goal. En 4e et 5, tu y vas pas en 4e et 1. En 4e et 5, tu y vas, tu ne l'as pas. Fait que tu perds 3 points là encore. 4e et 3 à Philly, à la ligne de 3 de Philly. Tu y vas, tu ne l'as pas. Tu perds encore des points sur le board. 4e et 3 au 45 de Philadelphie. C'est peut-être le seul que je peux être d'accord parce que là, tu es au 45. Tu veux-tu vraiment faire un dégagement? Ouais, c'est le gray zone. Tu es plus en fin de game. Celui-là, je le comprends. Mais les 4 autres fois, pour moi, ça fait aucun sens d'y aller. Prends les points. C'est pas compliqué. C'est mettons, les 4 premiers fourth down que tu y vas. Puis Marc-André, 2 fois, tu donnes des field goals à Philadelphie. Puis une fois, tu ne prends pas les points, tu perds par 7, puis au final, tu as laissé comme 9 points sur la table avec ces décisions. Marc-André, attends juste réagir un peu aussi, parce qu'il y a quelque chose que vous avez dit la semaine dernière pour compléter ton point avant qu'on s'écarte aussi. Tu as parlé de beaucoup de contextes où c'est acceptable ou non. Puis aussi un autre contexte qu'on avait mentionné la semaine dernière, que Lausanne avait parlé, et toi aussi, Marc-André, où est-ce qu'il y a un contexte aussi de ces camps dans le match où tu y vas. Comme par exemple, à ta première séquence, tu n'es pas en retard, va mettre des points, conclue ta séquence avec des points. Ouais. Il y a beaucoup de coachs, c'est arrivé 2 semaines consécutives, en match prime time aussi, où est-ce qu'ils traversent le terrain puis ils vont acquérir quelque chose, au lieu de marquer un placement puis conclure avec un 3 points, ils sont à 0, puis là, tu te donnes une chance d'y croire à l'autre équipe. Les coachs ont failli se faire avoir par ça, justement, la semaine dernière. Là, cette semaine, ça s'est encore passé. Fait en gros, il y a un contexte où est-ce que dans ta première séquence, vas-y pas en va chercher des points, tu n'es pas en retard, il ne te reste pas genre 15 secondes puis c'est pour gagner le match. Puis aussi, quand tu parlais de 4 ou 5 ans, on en parlait, nous aussi, quelques années dans le podcast, puis je veux revenir là-dessus, c'est qu'il y a un contexte où est-ce que quand tu as une attaque très bonne, okay, quand on a parlé, puis avec les Lions, où est-ce que il y a 2 ans, il était plein de blessures, il allait souvent en 4e, mais c'est souvent des 4e et 1, 4e et 2, 4e et 3 dans une attaque prolifique, puis ça marchait, puis tu mets une pression sur l'adversaire, puis ta défensive, soit elle n'arrête pas, ou même si tu as une bonne défensive comme les Giants, tu peux dire je botte, puis je peux les ralentir. Mais quand tu y vas en 4e, c'est une marque de commerce. Ils ont gagné puis ont perdu des matchs. Mais à ce moment-là, l'équipe n'était pas compétitive.
Ils n'aspiraient pas aux grands honneurs. Le but, c'est de gagner la confiance puis mettre une culture de gagnant. Puis c'est souvent des gut scores. Ça ne me dérange pas qu'un coach dise c'est un gut score. Je sens que mon attaque est sur le bord. Mon jeu, j'y crois. On l'a pratiqué, on l'a planifié. Le corps arrière veut y aller. OK, je te suis, mon gars. Mais quand l'équipe est chancelante, ils se font stopper 1-2 fois. Puis là, ton analytique dit on a 66%. Je suis comme non, je vois le contexte. On n'a pas 66% de gagner dans cette conjecture-là. Il faut qu'un coach dise j'ai pas le feeling que mon équipe est en confiance. Puis à la fin, je pense qu'on va se faire stop parce qu'on va être moins convaincant que la défensive qui veut nous arrêter en avant. Fait que j'ai moins de problèmes avec un corps arrière qui dit à son coach hey, on fait un time-out, je veux y aller, coach. Pas de problème. Tu as un feeling, tout le monde te suit, le leader veut y aller. Il y a comme, ça inspire le monde, puis ça, s'il y a des meilleurs résultats que quand c'est le coach qui disait on y va, puis Mais l'équipe quand ça devient un peu comme là, tu sens que c'est un peu tendu, là, ils sont désorganisés, ils voient la défensive, oh shit, la défensive est bonne pour le jeu qu'on a planifié, on y va-tu quand même? Puis là, je sens que des fois, il y a ce contexte-là aussi qu'il faut non négliger. Puis Marc-André, vas-y, tu voulais rajouter quelque chose. Mais c'est ça, tu sais, tu as le match de Détroit, puis tu as le match Rams-Seahawks, que je vais parler aussi, que c'est arrivé aussi en début de match. Sur la première séquence des Rams, ils ne prennent pas les points, puis ça aurait pu te coûter le match, là, honnêtement. Si Sam Darnold n'avait pas joué une game de cul, comme ça aurait pu te coûter, le match, ce 3 points-là. Losé, je vais te laisser réagir, puis après ça, je parlerai du match Rams-Seahawks. Ah ben moi c'est sûr, je suis d'accord avec ça. On en a parlé la semaine passée. Moi, je suis d'avis qu'en début de match, surtout, tu prends un point. J'ai jamais vu une équipe perdre parce qu'il avait fait trop de points. Tu sais. Ouais, c'est ça. Mais j'ai déjà vu des équipes perdre parce qu'ils n'ont pas fait de points. Ouais, c'est ça. Perdre une possession, là, c'est grave. C'est beaucoup. Oui, absolument. Entre 7 à 10 dans un match, si tu en perds 2, puis tu n'as pas de points sur le board, ben ça coûte pas mal des je suis d'accord. Mais moi, un peu contrairement à l'argumentaire de Julien, moi, j'ai beaucoup moins de problèmes à voir Détroit y aller en 4e essai, 62 fois collé, puis que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, parce que ça fait partie de l'ADN de l'équipe puis de l'ADN du coach, puis c'est comme ça depuis jour 1. Mais ça, je te l'ai dit. Ça va rester comme ça. Ouais, mais t'as dit que t'étais au début, c'était pas une bonne équipe. Non, je suis d'accord avec eux parce que ça fait longtemps, puis ça fait 4-5 ans qu'ils ont commencé à faire ça depuis que Dan Campbell est là. Fait que j'ai moins de problème avec eux parce que ça vient des joueurs et du coach. Pas ça vient du gars de l'analytique. J'ai pas. J'ai clairement pas. J'ai pas bien compris. Excuse. Mais je disais, mais d'abord, eux, ça s'est fait depuis longtemps. C'est pas quelque chose de récent, mais parce qu'eux, ils ont eu beaucoup de succès à le faire aussi. Le plein d'équipes commencent à le faire aussi. Mais c'est eux qui ont un peu instigé cette attaque. Moi, j'ai moins de problème avec eux. Autant dans un contexte où leur défensive n'était pas bonne que leur défensive était bonne. Parce que l'attaque était bonne, était inspirante, ton leader le veut. Fait qu'ils sont motivés à le faire. Des équipes que je vois pas de passion quand ils vont en 4e et 1, 4e et 3. Ben c'est ça. Ben, je suis entièrement d'accord avec mais toi. J'ai mal compris, désolé. Autant avec une bonne défensive qu'une mauvaise défensive, ça fonctionne pour eux. Puis des fois, ils perdent des matchs, mais c'est ça. Moi, j'ai pas de problème avec l'année passée, je parlais avec un de mes amis, puis j'ai dit, tu sais, parce que là, Détroit commençait, ça faisait 2 ans, Détroit commençait à être vraiment comme le real deal, puis tu voyais que tous les superstars dans l'équipe, puis la manière de gérer avec Dan Campbell, avec Ben Johnson comme coordonnateur offensif, puis je disais à mon chum, tu sais, c'est malade, ils vont tout le temps en 4e essai, mais autant que je suis d'accord avec ça, parce que ça fait partie de leur plan, de l'ADN de l'équipe, que je suis quand même pas. Tu sais, c'est pas la manière de jouer au foot. Moi, j'ai dit à mon chum, jouer de même, c'est cool, c'est le fun pour les fans. Tu sais, c'est écœurant de regarder des fois jouer, tu sais. Mais ça va coûter des games. Ça va pas coûter une game quand la game n'est pas importante. Ça va coûter une game serrée, un moment donné, importante. Puis c'était il y a 2 ans dans les playoffs qu'ils ont été 2-3 fois puis ils ont perdu par comme 1 point. Là, c'est ça. Au lieu de prendre les 3. Puis ils ont perdu cette année-là dans les playoffs à cause de ça. Fait que tu sais, autant que moi je suis d'accord avec leur philosophie d'équipe, puis j'ai aucun problème avec Détroit qui a tout le temps. Puis je suis d'accord avec vous. Quand on voit ça apparaître, Next Gen Stats, ouais, c'est ça. 42%, OK, go. Hey, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça. Tu sais,
que t'ailles le call d'un gars d'en haut qui vient de finir son bac, qui connaît rien au Ouais, football, de balle, ouais, mais c'est ça, regarde, c'est là, ça. j'ai rentré une coupe de statistiques dans mon algorithme, là, puis Puis- il me dit d'y aller, je sais pas quoi. Ouais, le gars est actuaire, tu sais. Ouais, Bon, ouais, ben, mais c'est ça pour vrai. avec 3 Je sais- tight ends, avec formation 3 tight ends, on y va Ouais. muscler, Je on sais met un pas, fullback en arrière, on a 112% de Je ça sais pas marche. quel jeu faut que tu fasses, mais mon chose, ils viennent me dire d'y aller. Fait que, gars, arrange-toi avec ça. Fait que, tu sais, tandis que l'autre, c'est planifié d'avance. Tu sais, il est 4 et 4, il est 3 et 4, il fait, je m'en calisse que le jeu, normalement, le monde va aller par la porte. Je vais aller Ah, au il y a un sol. jeu truqué, il va C'est ça, je vais aller 2 fois au va aller sol collé, ailleurs. ou je vais aller au sol, un jeu truqué, ou je vais faire ci, je vais faire ça. Fait que, tu sais, mais oui, moi, puis j'aime que Julien t'a ramené le fait qu'on en a parlé la semaine passée. Parce que là, je suis désolé, là, j'ai comme manqué des bouts au début, puis tout le kit, puis j'ai Ouais, pas manqué de un stress, peu ben ouais. l'argument. Mais j'aime le fait que tu as ramené notre conversation de la semaine passée en disant, tu sais, le temps du match, où c'est que ça se passe pendant le match, puis Marc, tu as raison. Tu sais, mettons, tu as pris l'exemple des Bills, mais moi, je prendrais même pas juste l'exemple de quelle équipe que tu es. C'est contre quelle équipe que tu joues. Oui, c'est ça, ben oui. Tu sais, c'est pas juste ma défensive est pas bonne, je vais aller en quatrième, mais je joue contre qui, là? Tu sais, je joue-tu contre Absolument. Tennessee? Mais donne-moi tous les 3 points que tu veux. C'est 3 points de plus que tu vas gagner à la fin de la game. C'est ça, ouais, Ils ouais. scoreront pas. Ouais. Fait que, Mais tu sais, Losé, tu avais raison, parce qu'il y a des équipes qui, souvent contre les Chiefs, de 2-3 ans, qui allaient parce qu'ils se disent, hey, là, je suis une séquence, parce que je sais qu'eux vont mettre 5 points, 7 points, ils ont trop de talent, ils ont trop d'explosion, ils marquent 30 points par match. Tu sais, l'année où Mahomes a eu 50 ouais, touchés, exactement. contre eux, tu dis, OK, j'ai pas Exactement. le choix, est-ce qu'il faut que je force le jeu? Parce que si je force pas le jeu, je les battrai pas à coup de 3 points, parce qu'eux, ils mettent des touchés assez rapidement. Enfin, je peux comprendre que Toast, puis à prendre des risques, ça fait que tu peux gagner ces matchs-là. Tu te donnes une chance d'être compétitif. Si ça ne marche pas, c'est pas si pire. Mhm. Mais Mais mettons il y a un les contexte. Rams, Ouais. les Rams contre les Seahawks, que ta première séquence, tu es en quatrième, tu sais, tu es en 4e et 1 au 7 de Seattle, comme prends les 3 points, man. Tu joues contre Seattle, une défensive top 5 dans toutes les catégories. Tu prends les 3 points, puis tu sors de là en disant, hey, comme c'est positif, tu sais. Ouais. Là, on va Entièrement mettre fin d'accord. un peu au Ouais. débat parce qu'on est d'accord, mais on a expliqué le pourquoi du comment. Maintenant, parlons du match en tant que tel, parce que là, on a parlé beaucoup de cette Ouais. situation-là. Mais Rams gagnent 21-19 contre les Seahawks, deux équipes au top de leur division. Les Seahawks menaient le bris d'égalité. Les Rams l'ont emporté. Maintenant, les Rams sont rendus à 8-2 et les Seahawks à 7-3. Deux équipes extrêmement compétitives cette année qui se partagent là, la tête là, d'une semaine à l'autre. Donc, Ouais. Marc, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Ultra compétitif. Ben, je vais vous spoiler dès le début. Moi, je pense que c'est deux équipes qui peuvent très, très bien se retrouver au Super Bowl pour la NFC cette année. C'est deux équipes qui n'ont pas beaucoup de failles. C'est pas compliqué. La différence dans le match, là, c'est ça ici que je vous partage à l'instant pour ceux qui ont un visuel. C'est ça. 4 picks de Sam Darnold. C'est pas compliqué. Sam Darnold. Puis c'est pas des pics que c'est des jeux débiles mentales de la défensive, là. C'est vraiment des mauvaises décisions. Sam Darnold a vraiment pas été bon dans ce match-là. Marc-André, lis-nous ce que tu vois pour ceux qui... Ça commence nous à être inquiétant un petit peu. Oui, je suis d'accord. Dans le fond, Sam Darnold, pour ceux qui n'ont pas le visuel, aucun touché, 4 interceptions. Dès qu'il y avait un tout petit peu de pression, là, c'était une poule pas de tête, Sam Darnold. Vraiment, c'était pas chic, là. Puis c'est pas, comme je dis, c'est pas 4 passes où le gars en défensive, il a fait 3 plongeons puis des tip passes, là. C'est vraiment une passe clean des mains du demi-défensif, là. C'était pas des... De 14 passes en haut de 10 verges, il y en a 4 complétés, 3 pics. C'est ça. Donc, c'est quand même intense. Puis il y a 29 en 44, ça ça peut fait- paraître ça- bien, mais fait que tous ça ces fait completions 7 sont en dedans de 10 verges. Ça fait 7 complétés, ça. 4 complétés, 3 pics. Ça fait... Oui, mais toi, tu vois le verre à moitié plein, là, Ouais, j'adore ça. Il était capable d'en compléter la moitié, C'est mais sûr. la moitié à la mauvaise Tu me connais, c'est sûr, je le vois à moitié plein, ça en fait plus le à verre. caler. Ouais, c'est ça, ouais, le regarde, verre, c'est ça, ouais. regarde, ça, voilà. Mais tu sais, pour vrai, tu sais, sans tu sais, je veux pas passer 10 ans à shamer Sam Darnold. Je pense quand même que c'est inquiétant parce que moi, je vois quand même un Sam Darnold qui a commencé la saison très, très bien. Puis plus la saison avance, moins je le trouve bon, Sam Pas Darnold. plus la saison contre les top équipes qui vont voir en éliminatoire, ça se passe pas bien. Ouais. C'est ça la aussi réalité le match là, qu'ils ont gagné, qu'après un quart, c'était déjà 28-0 contre Arizona la semaine passée. Darnold, en deuxième demi, là, il a lancé une interception, un fumble, une autre interception.
c'est moins bon, c'est moins solide que c'était au début de l'année. Exactement. Close le match, protège la balle, prend pas de risque. Moi, je pense qu'il s'ennuie de Kevin O'Connell. D'ailleurs, parlant de Kevin O'Connell, j'ai vu un meme cette semaine. C'est du génie, ce meme-là. C'était écrit mettez J.J. McCarthy dehors en le déclarant un bust. Ensuite de ça, réengager J.J. McCarthy comme un boss pour que Kevin O'Connell en fasse un great QB parce qu'il fait un great QB avec toutes les busts. Ouais, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou, pareil. Mais c'est ça. Moi, je pense qu'il s'ennuie de Kevin O'Connell. Ça reste que pour vrai, je l'ai dit, moi, je pense que c'est deux équipes que je vois très bien aller au Super Bowl. T'es les Rams, tu sors de là victorieux, c'est un match de division. Tu as bien joué. Karen Williams a été bon. Davante Adams a été bon. Puka Nacua a été bon. Mais ça reste que tu as 4 picks dans le match. Ton QB n'a pas tourné la balle une fois puis tu gagnes juste par 2 points. Ça reste que c'est quand même inquiétant du côté des Rams parce que normalement, tu fais 4 picks puis l'autre équipe n'a pas de pick. Tu es supposé de gagner ça vraiment facile là, comme game. C'est pas supposé être un match fini par 2. Tu as toujours la bonne position sur le terrain. Exactement. Puis... Tu enlèves 4 possessions à l'autre équipe, puis toi, tu en as comme 4 de plus, tu as des bonnes positions sur le terrain, puis tu gagnes juste par 2 points. Ouais. Pour vrai, ce match-là, limite, oui, les Rams ont gagné, mais moi, je suis les Seahawks, puis je sors de ce match-là, je suis pas débiné, là. Je fais comme, hey, les boys, comme... Marc, pour te montrer à quel point tu as raison, moi, en fin de semaine, j'avais pas une super grosse accessibilité à regarder les matchs. Puis, je regardais sur mon cell, sur The Scores, puis je regardais les résultats. Puis, je voyais que c'était serré, mais j'avais pas regardé les stats de ce match-là. Fait que, je pense que c'est 2 jours après le match que j'ai vu que Darnold avait fait 4 interceptions. Ouais. Puis, j'en revenais pas. C'est impossible. Avec le score que ça a fini, ça se peut pas qu'il ait lancé 4 interceptions. Puis le pire, c'est impossible. Le pire, c'est que le dernier jeu du match, c'est un field goal raté de Seattle. Là. Seattle est en position de field goal pour gagner la game là, à la fin. Là. Ah ouais. Le dernier jeu de la game, c'est sûr que c'est un field goal de genre 58-59. C'est un long field goal. Ouais. Mais ça reste que Sam Darnold lance 4 picks, puis tu te mets en position que le dernier jeu du match, ton batteur peut te gagner la game. Là, comme c'est fou. Là. Ouais. Fait que moi, je suis Seattle. Je sors de là en disant, hey, on peut vraiment compétitionner pour être les champions de la NFC cette année. Là. Si Darnold joue juste un match correct, comme on s'attend, ils ont le reste de l'équipe pour être capable de se battre. J'ai-tu le droit de... Parce que je veux parler d'une autre équipe qui est en lien avec les Seahawks et les Rams, mais je n'ai pas vu le match. Fait que je ne peux pas vraiment m'attarder là-dessus. Mais quand tu parles de 2 équipes qui pourraient facilement représenter le NFC, on peut-tu parler du retour de Brock Purdy? Quelle performance! En tout cas, selon les stats. Cette division-là est incroyable. J'ai pas vu le match. Mais tu sais, depuis toute l'année, dans le podcast, on dit à quel point que San Fran s'accroche avec l'hécatombe de blessures. Encore leurs 2 meilleurs joueurs défensifs qui sont pas là. Puis malgré tout, ils s'accrochent. Puis là, tout le monde disait Brock Purdy, c'est juste un gars de système. Mais là, on a vu Mac Jones faire un peu la job, mais là, Purdy est revenu, puis c'était pas Mac Jones, clairement. Là. 19 en 26, le gars, il a 3 touchdowns, pas d'interception, il n'a pas joué depuis 2. En tout cas, moi j'aime beaucoup San Fran. Moi, je suis un fan de Purdy. Depuis jour 1, je suis un fan de Purdy. Je te dirais. Là. Pour vrai, ça reste que moi aussi. On n'est pas beaucoup, Julien, je te dirais. Non, je sais, il y a beaucoup de haters, de gens comme attendez de voir, c'est un boss. Mais non, c'est pas un gars de système. Là. Il y a beaucoup de poise, il prend les bonnes décisions, il ne prend pas trop de risques. C'est vraiment un bon corps arrière qui est calme dans sa pochette. Il ne va pas juste en sortir pour en sortir alors que la pochette est clean. C'est vraiment un excellent corps. Moi, je trouve qu'il y a des bonnes aptitudes. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui s'attarde sur le fait, qui garde en arrière de leur tête le fait que c'est Mr. Irrelevant. Ouais. Puis l'inverse est vrai aussi avec un gars, on va dire, comme Trevor Lawrence, que c'est un first overall, qui avait jamais perdu college, qu'il était supposé être le next great one. Mais je prends Purdy bien avant Lawrence. Ben là, c'est même pas proche. C'est même pas proche entre les deux. Tu sais, Tom Brady, c'est un choix de 6e tour, il ne faut pas l'oublier, le 198e au total. Là. Fait que ça ne veut rien dire en position de draft. Ça veut dire que les gens soquent à évaluer le talent au college. Ouais, c'est comme c'est même un catcher comme Morceau.
Oui, exactement, voilà. Hey, mais dans le fond, Mais, alors, je pense que ça fait le tour un peu pour ce match-là Ouais. parce qu'on a beaucoup parlé de ces deux équipes-là. Fait qu'il n'y a rien de nouveau à part que ça se concrétise, que ces deux équipes extrêmement talentueuses. Mais le talon d'Achille, c'est peut-être Sam Darnold qui tourne la balle un peu trop en faveur de l'autre équipe. Moindrement qu'un touché puis une interception de moins, un touché de plus ou interception de moins, il gagne ce match-là. Parce que la défensive fait un travail extraordinaire. Puis il y a beaucoup, beaucoup de potentiel à l'attaque avec les receveurs de passe, tight end et running back. Un beau comité de deux. Un peu moins C'est flamboyant vraiment- que Gibbs et Montgomery, mais Chardonnay et aussi Ouais. Kenneth Walker, c'est un excellent comité. Fait ils ont tout ce qu'il faut pour faire une run. Puis C'est c'est vraiment vraiment, 50-50, Elle va s'arrêter le running où? back. ouais, C'est puis le c'est corps vraiment arrière une qui va bonne faire. affaire pour eux que Charbonnet a réussi avec mettons, dans les 2 dernières saisons, à vraiment être capable de jouer comme un 50% et peut-être plus parce que Mhm. depuis le début de sa carrière, Kenneth Walker, toujours blessé, quand il y avait Ouais. le workload, blessure, ça revient. Fait que quand tu as l'autre qui est comme, dans le fond, c'est pas vraiment un 1-2, là, c'est plus un 1-1, là, peu importe, Ouais. un 1-B. Moi, je sais même pas lequel j'aimerais mieux entre les deux, très honnêtement. Fait que juste de voir que l'autre Choisis est pas, regarde capable les de deux. prendre. Ouais, ben c'est ça, exactement. Choisis C'est pas. le meilleur des deux mondes. Ouais. Les deux sont bons, puis ils apportent beaucoup à l'équipe. Puis d'un match à l'autre, ça va être un qui va être plus avec un edge au niveau des statistiques que l'autre, mais les deux, au moment où ils jouent, des fois, c'est pas glamour, c'est juste un 3 verges, mais c'est 3 verges importants qui peuvent aller gagner. Donc, ils sont incroyables. Kenneth Walker, peut-être un Ouais. meilleur potentiel pour faire des home runs, des grosses courses de genre plus de 40 verges que Charbonnet, mais les deux sont vraiment bons dans leur style. Mais Puis, Charbonnet, c'est comme apportent un beaucoup. tank en dedans Ouais, du c'est 5 ça. Ouais, verges. Ouais, Genre, un tu sais, gros stud, là. Ouais. Ouais, ouais. Mais là, maintenant, parlons des matchs à venir. Mais avant, j'ai envie qu'on fasse le tableau des playoff pictures. Donc, avant Yes, qu'on parle sir. des matchs à Yes, venir, puis qu'on sir. fasse une prédiction, Ah, parce que c'est énorme ce qui s'est passé en fin de semaine, je trouve. Ah Il y a eu des oui. matchs que j'avais extrêmement hâte pour des situations qui pouvaient se passer. Il y en a qui sont arrivés, il y en a qui ne sont pas arrivés, mais il y a eu des choses incroyables. Donc, si on regarde les meneurs de division pour la AFC, on a les Broncos à 9-2, les Patriots à 9-2, les Colts à 8-2, les puissants Steelers à 6-4. Je me suis Qui étouffé. ne gagneront pas leur Non, division. non, je me suis étouffé. Les Bills à 7-3, les Chargers à 7-4 et les Jaguars à 6-4. Dans la course, on a à 5-5 trois équipes qui pourraient se classer en éliminatoire selon certains scénarios. Les Texans, les Chiefs et les Ravens. Les Dolphins à 4-7, moi j'oublie ça, même si certains joueurs sont bien optimistes. Les Bengals à 3-7 aussi. Les Raiders, Jets, Browns, Titans, on n'en C'est parlera fini, pas. c'est ça. Mais quand même, là-dedans, pas beaucoup de changements. La grosse surprise, c'est les Broncos qui l'ont emporté contre les Chiefs Ah et qui sont ouais. maintenant au sommet de la AFC. Alors que le temps expirait, le botté traverse et donne la victoire aux Broncos 22-19 et les Broncos sont 9-2. On parlait d'équipe chancelante, mais ils ont battu les Chiefs dans un match extrêmement serré avec beaucoup de pénalités appliquées après un contre eux. bye week. Ouais. Après un bye week. Ouais. Et ça, c'était pour moi la surprise. Je ne le voyais pas venir, mais quand même, ça change un peu la donne. Et aussi, l'autre, pas surprise, mais quelque chose que moi j'avais vu venir, qui gagne du temps pour les Steelers. Ils gagnent leur match à 6-4. Ça fait qu'ils ont le potentiel, comme ils sont à égalité avec les Jaguars à 6-4. Peut-être que ces victoires-là, même si les Ravens les rattrapent pour la division, s'ils enchaînent à cette victoire, peut-être même qu'ils vont se classer 7e, puis que les Chargers n'auront pas le prix d'égalité parce qu'ils vont être plus haut que les Steelers. Mais Il c'est leur en reste possible que ça 3. arrive. Il leur en reste 3, Julien. De quoi il leur en reste 3? Victoire à aller chercher, ouais. 3, 9 et 8. Peut-être qu'on va être 7e ou 8e. À date, il n'y a rien qui te contredit, Losé. Il n'y a rien qui te contredit. Hey, Depuis si ils jour sont 1, 10 et Julien. 7, je fight. Si ils sont 10 et 7, Depuis je jour fight. 1. Ils sont 10 et 7. Tain, Losé. Mais avez-vous des réactions par rapport à Texans, Chiefs, Ravens? Les Ravens ont clairement encore des chances, là, parce qu'avec tous les matchs de la division qui leur restent, il leur reste un contre les Bengals, 2 contre les Steelers, puis aussi des matchs qui sont très prenants avec les Ravens. Là, ils ont vraiment une belle trajectoire, à moins qu'ils choquent ça. Ils ont une belle trajectoire pour gagner la division. Mais est-ce que les Chiefs, tu y crois encore, Losé? Oui ou non? C'est plus ça qui m'intéresse. Mais là, ils croient, c'est sûr que oui, parce qu'il reste plein de matchs, puis eux aussi, il leur reste beaucoup de matchs de division. Par contre, moi, j'ai pas vu le match, comme j'ai dit, j'ai pas vu les autres, mais j'ai regardé, puis j'ai écouté une couple de personnes parler du match, puis il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. Tu sais, la défensive de Denver, oui, est extraordinaire, est super bonne, top 3, top 5 facile dans la ligue.
Mais à moins que je me trompe, Certain n'est encore pas là, me Il semble. n'est pas là, Ouais, ouais. pas là. Ouais. Fait que tu sais, ça reste quand même leur meilleur joueur défensif. Tu sors d'un bye week. Andy Reid avait comme 4 défaites depuis qu'il était avec les Chiefs. Ouais. Non, je pense en carrière après un bye week, quelque chose de même. Puis tu arrives là avec une équipe qui est en pleine possession de ses moyens, dans le sens qu'il n'y a plus la raison des blessures. Même Josh Simmons y a joué. Kelsey qui a encore un gros match. Puis Casey qui ont juste mené le match. Puis il y avait ça dans les mains. Puis Mahomes qui fait juste. Il a juste mal. C'est vraiment bizarre. Il a juste mal joué. On aurait dit que Mahomes c'était comme un rookie. Je pensais jamais dire ça un jour, mais écoute, Il a mal paru dans ce match-là, selon toi. l'interception qu'il a lancée, s'il lance le ballon 3 pieds plus haut, son gars est tout seul au monde. Extrêmement de mauvaise passe. Puis au 4e quart, tu mènes, tu as le ballon. Juste pour décrire un peu, c'est que le gars qui attrape le ballon pour l'interception en fin du match, il était à 5 verges du receveur. Le receveur est sur la ligne, dans le fond, pour la zone de toucher. Puis il est à la ligne de 5. Fait que l'interception qu'il lance, le receveur est très loin du défenseur qui a intercepté le ballon. Fait que comme tu supposes que tu dis, s'il lance plus haut, le receveur attrape le ballon et marque un touché. Mais le joueur défensif a fait un saut, il l'a attrapé. Ouais, mais il est à 5 verges du gars. Là, fait que c'était pas un catch contesté. Non, la passe était vraiment horrible. Là. Elle était underthrown tellement beaucoup. C'est vraiment bizarre. Puis, tu sais, 4e quart, tu as le ballon, tu mènes. Normalement, tu es les Chiefs, tu es Mahomes, tu as le ballon, tu es en possession de la game. Si tu en vas scorer un touché, tu mets ça à 2 possessions, 4e quart, la game est finie. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? 3 and out. T'es chanceux. Denver, on le sait, l'attaque n'est pas extrêmement bonne depuis bien des games. C'est leur défensif qui gagne. OK, tu arrives à les arrêter, ils font juste un placement. La game est égale. Il reste 4 minutes à la game. Tu as encore le ballon. Fait que tu peux encore tuer le temps, aller kicker le field goal. À la limite, les Chiefs, des fois, ça arrive que même si tu essaies de tuer le temps, il y a un jeu explosif, ben là, tu peux quand même scorer un touchdown ou te mettre au moins en avant encore. Qu'est-ce qui se passe encore? 2e chance de un peu partir avec la game. 3 and out. 2 fois de suite au 4e quart. Ouais. Écoute, Mahomes, le monde a beau pas l'aimer, le monde a beau critiquer les refs, faire ci, faire ça. C'est sûr et certain que c'est le meilleur QB ever au 4e quart dans un match. C'est le gars, juste l'année passée, il a 10 victoires au 4e quart. Puis là, tu as 2 chances de le faire. Puis c'est 3 and out, 3 and out. C'est vrai que les Chiefs, souvent, quand les matchs se passent pas bien, ils bûchent, puis ils finissent par trouver une solution contre la défensive. Puis ils en profitent beaucoup au 3e puis 4e quart, surtout au 4e quart. Puis ils ont engagé beaucoup de. Ils ont engrangé, peu importe comment on pourrait dire, de remonter au 4e quart. Puis ils ont consolidé des avances des fois au 4e quart. Puis tu vois qu'ils piétinent. Tu sais, des fois, quand c'est pas serré, c'était serré un bout, puis ils ont rendu ça pas serré au 4e quart avec des séquences où ils marquaient des points, genre 3 ou 4 séquences de suite au 4e quart. Puis là, ça n'arrive plus, ça. Ils ne sont pas capables de closer les matchs. Puis c'est pas la première fois cette saison que ça arrive. Non, puis comme qu'il manque de jus ou de jeu pour produire quelque chose en 4e quart. Mais là, il n'y a plus d'excuses. Tu sais, au début de l'année, il y avait. OK, ben, il y a personne n'est là. Worthy n'est pas là. Rice n'est pas là. Les running backs, ils n'avancent pas. Cette semaine, il n'y avait pas d'excuses. Là, tout le monde est là. Le game, ton plan de jeu, ton livre de jeu, il est wide open. Tu as absolument accès à tout. Ils ont le meilleur coach offensif de la ligue. Sans l'ombre d'un. Il y a ça aussi. C'est en l'ombre d'un doute. Ils sortent d'un bail. Tu es supposé être avec la défensive de Denver, mais puis en plus, tu t'en vas sur la route. Tu es supposé t'attendre à un match serré. Même si tu as pleinement confiance en ton équipe, la manière que la défensive de Denver joue, il ne faut pas que tu t'attendes à gagner par 20 assurément. Fait qu'il faut que tu sois prêt à une fin de match serré où ça se peut que tu aies besoin de la drive qui va tuer un 6 minutes, où tu as besoin du jeu explosif, où tu as besoin de mettre la game hors de portée. Là, il y avait la chance de tout faire ça, puis on fait 3 and out, 3 and out. Écoute, je ne me rappelle pas avoir vu Mahomes faire... Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu la manière qu'ils ont fait les 3 and out, mais j'ai vu en reprise l'interception, puis à quel point que son receveur était tout seul dans la zone. Je le sais qu'il était en scramble. Je le sais qu'il était
sur le bord de se faire tackle. Mais ça reste que. Il est fait, c'est passé d'habitude. C'est quoi ça? Oui, c'est ça, exactement. Normalement, c'est 100% sûr que c'est un touchdown. Comme, c'était quoi ça? Fait que, je dirais pas que je suis inquiet parce qu'il reste 7 games encore. Puis, pour moi, les Chargers, la manière qu'ils ont perdu cette semaine, écoute, c'est pitoyable. C'est pire que pitoyable. Fait que, tu sais, pour moi, la défaite des Chargers, même s'ils sont toujours en avant des Chiefs, pour deuxième dans la division, ou même juste pour une place en série, ça, je trouve ça 100 fois plus inquiétant. Tu peux pas perdre contre les Jags, qu'ils n'ont pas... Travis Hunter n'est pas là, Brian Thomas Jr. n'est pas là, puis tu donnes 30 quelques points, puis Herbert, 80 verges par la passe, quelque chose de même. Ça, je trouve ça beaucoup plus inquiétant. Ouais. Vas-y, Marc-André, rapidement. Si je peux me permettre, pour les Chiefs, ce qui m'inquiète quand même, c'est que de un, les Jaguars ont encore gagné, tu viens de le dire, puis les Chiefs ont perdu contre les Jaguars plus tôt dans l'année. Fait que ce que ça veut dire, c'est que s'ils finissent égaux, c'est les Jags qui ont le tie-break. Fait que ça, c'est quand même inquiétant parce que je pensais pas que les Jags seraient encore dans la course. Ben honnêtement. Parce qu'ils ont perdu des matchs qu'on dirait qu'ils voulaient perdre. Là. C'est comme si j'ai pas le choix de commencer à les prendre un peu au sérieux, les Jags, pour peut-être participer aux éliminatoires. Puis ça reste qu'ils ont quand même le tiebreaker sur les Chargers puis sur les Chiefs. Là. Fait comme ils ont quand même un bon. Ça les aide. Ça les aide, c'est sûr. Puis ça reste aussi que les Chiefs, là, ils jouent contre les Colts cette semaine. C'est loin d'être fait, ce match-là. Après ça, les Cowboys, puis après ça, les Texans. J'en parlerai tantôt, les Texans, mais moi, en fait, je vais en parler tout de suite parce qu'on en parle. Moi, je suis très, très loin d'avoir abandonné sur les Texans. Là. Les Texans, j'en ai parlé tantôt, meilleure défensive de la Ligue dans plein de catégories. C'est l'équipe qui a donné le moins de points dans la Ligue cette année. Ils sont 5 victoires à leurs 7 derniers matchs. Puis les 2 seules défaites qu'ils ont eues dans ces matchs-là, c'est contre Denver puis contre Seattle, qu'on parle que ces 2 équipes qui ont clairement le potentiel d'aller au Super Bowl. Je n'ai vraiment pas abandonné dans le cas de Houston. Ils sont à 5 et 5. Je n'ai pas abandonné, là. Tu sais, Marc, que tu n'as pas besoin de me convaincre sur Houston. Ouais, mais, je le sais que CJ Stroud n'est pas là. On va quand même changer de sujet pour accélérer le podcast. Mais là, dans le fond, pour la NFC, rapidement, les Eagles, les Rams, les Bears et les Buccaneers sont en tête de leur division. Les Seahawks, les Packers et les 49ers sont maintenant en wildcard. Et tout juste à l'extérieur du portrait des éliminatoires, les Lions et les Panthers. Donc, qui l'aurait cru que les Lions sont à 6 et 4, troisième de la NFC North. Incroyable, ça. Fait sous-performent selon les pronostics. Et les Panthers surperforment à 6 et 5, deuxième de la NFC South, à un demi-match là, des Buccaneers qui sont 6 et 4, les Panthers à 6 et 5. Leur prochain match contre les Niners va déterminer beaucoup de choses pour les Niners et les Panthers. Donc, un match vraiment à ne pas manquer. Mais avant toute chose, je ne veux pas trop parler de ces équipes-là parce que ça va se régler bientôt. Là. Dans quelques semaines, il y aura des équipes qui vont s'éliminer à cause de défaites. Mais j'avais une théorie par rapport à quelques aspects. Puis je voulais t'en parler. Puis l'oser, tu vas pouvoir réagir à brûle pour point. J'avais fait la conversation avec Marc-André au téléphone. Puis je disais, c'est fou parce que les équipes avec les top edge rushers ne sont pas compétitifs en ce moment. Si on pense aux meilleurs edge rushers, mais quand je parle de pas compétitif, c'est où sous-performe, ou c'est, par exemple, Max Crosby. Okay? Souvent, depuis plusieurs années, là, on parle top 3, top 4. Miles Garrett. TJ Watt aussi. Il y a TJ Watt. Mais lui, c'est différent parce qu'il y a quelque chose qui aide beaucoup. Mais dans le fond, on dirait les edge rushers qui performent énormément. Soit ils ont des bonnes saisons, mais ils ne vont pas loin en éliminatoire. Donc, au premier match, ils sont éliminés, comme c'est arrivé dernièrement aussi avec les Browns qui ont fait les playoffs il y a quelques années, aussi avec les Raiders. Donc, les edge rushers, même chose avec Micah Parsons, qui est un edge rusher, puis avec Dallas, ça ne se passait pas bien. Là, il arrive dans une bonne équipe avec une bonne fiche avec les Packers. Fait que c'est pas juste à cause de lui nécessairement, mais on dirait que les équipes qui mettent beaucoup d'argent sur les edge rushers ne seront pas compétitifs en éliminatoire, mais par contre, les équipes qui vont mettre dans le milieu de leur ligne défensive le joueur le mieux payé de la défensive va vraiment se rendre loin. Quand on parle des Chiefs avec Chris Jones, Aaron Donald avec, dans le fond, les Rams, les Eagles, leur front défensif, les deux dans le milieu, ils font un job extraordinaire. C'est ça qui fait qu'ils sont 8 et 2. Fait que c'est pas juste le reste de la défensive. Oui, ils ont une bonne défensive, mais Houston, c'est la même affaire. C'est que si tu sécurises le milieu de ta ligne,
Les Steelers, ce qui les aide, c'est qu'ils ont Cam Hayward dans le milieu, qui est un vétéran, mais qui est bon. Les matchs où il est blessé, ils se font traverser par la course et ne sont pas compétitifs. Mais quand il est là, il est capable d'arrêter la course. Puis le reste de la ligne peut manger pour des sacs. Fait que dans le fond, ça va prendre le milieu de ta ligne qui est extrêmement essentiel. C'est lui qui arrête le jeu au sol. C'est lui qui met une pression à l'intérieur sur le corps arrière. Puis c'est si le milieu de ta ligne performe, là, tu vas te rendre loin en éliminatoire puis tu vas gagner des Super Bowls parce que c'est là que ça joue la guerre de la tranchée, pas sur le edge. Parce que le edge, s'il essaie de déborder par l'extérieur, le corps, ça y ouvre un corridor de course pour pouvoir aller gagner un premier jeu. S'il va trouver vers l'intérieur, il court vers l'extérieur pour pouvoir avoir plus de temps pour décocher une passe puis mettre en déroute la défensive. Fait que c'est pas juste le edge qui est important, c'est d'avoir des bons schémas défensifs, mais aussi un milieu de la ligne qui est performant. Puis ça se concrétise quand tu regardes les dernières années, tu avais un joueur à sa top position au milieu de la ligne défensive, soit un des deux là, quand il attaque à 4. Mais tu as oublié de parler de l'anomalie dans ta statistique, parce qu'il y a un joueur qui commençait à être ta statistique. C'est Trent Hendrickson avec Cincinnati. Mais il n'y a rien d'autre. Il y a 11 joueurs en défensive. Je pense pour une équipe normale. Je trouve ça très drôle comme commentaire. C'est vrai. Oui, il y a eu des bonnes années par le passé à cause des sacs. Mais est-ce qu'il était si bon que ça? Non, c'est... Ben, il est extraordinaire. Oui, il est extraordinaire, mais comme... Ils ont la paix défensive. C'est ça, je dis. C'était une anomalie. Mais c'est juste, ça arrive des exceptions. En règle générale, on dirait que ça se concrétise. Mais ça... faut que tu aies un edge rusher qui a de l'allure aussi, qui met de la pression. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est un mix de... C'est un mix de tout. Je pense que c'est un... Je pourrais pas dire à quel point que c'est pinpoint ou c'est un peu une coïncidence, mais ça reste que tu as besoin de... Tu sais, les équipes qui vont gagner, ils ont au moins des bons edges et une bonne milieu de ligne défensive. Stop le jeu au sol. Ouais. Tu as besoin d'un package deal. Tu ne peux pas avoir seulement un joueur sur la ligne qui fait tout. Puis ça, on l'a vu. Le meilleur exemple, là, on a parlé de TJ Watt, mais le meilleur exemple, ça a été JJ Watt. Il a gagné 3 joueurs défensifs, puis son équipe a à peine fait les séries, je pense, une fois en carrière ou quelque chose comme ça. Le gars, c'est le meilleur joueur défensif. Hein? Avec Watson dans son prime, exactement. Ils ont eu des runs. Meilleur joueur défensif de toute la ligue et de loin. Je ne me rappelle pas le salaire qu'il faisait, peu importe, c'est sûr que c'est le joueur le mieux payé, mais c'était de loin le meilleur joueur. Il était impliqué comme ça se peut pas, mais si tu es tout seul, ça ne change rien. Que tu es en dedans de la ligne ou à l'extérieur de la ligne. Mais c'est sûr que je comprends ton point, mais les équipes sont très, très excités quand il y a des bons edges, parce que des bons edges, il n'y en a pas une tonne. Je pense que c'est là la plus grosse différence. Pourquoi ils sont prêts à payer? Il y a beaucoup plus de bons joueurs à l'intérieur de la ligne que des top edge. Parce que, tu sais, pour être un top edge, tu as besoin... Tu as besoin de 3 moves. Tu as une bonne release. Ben, c'est ça. Un move pour te battre ton gars à l'intérieur, à l'extérieur. Faut battre le double coverage. Le king des combines. Faut que tu sois fort, faut que tu sois vite, faut que tu sois... faut être tout. Fait que ces gars-là sont très, très rares. C'est pour ça que... Puis là, j'arrive avec ça comme argumentaire, mais c'est peut-être une coïncidence aussi, mais s'il n'y en a pas une tonne, ben c'est normal qu'ils tombent dans les équipes moins bonnes parce que c'est eux qui vont les drafter premier overall, deuxième overall, troisième overall. Parce que la position de edge, c'est une position qui est draftée dans les 10 premières. Tu sais, mettons, un running back, c'est extrêmement rare. Ce que Genty a fait cette année, être repêché 7e, je pense, de mémoire. Ouais, c'est plus rare. C'est extrêmement rare. Même les wide receivers, le top 10, souvent, c'est les edge. Puis les gars... Des joueurs, des QB, des joueurs de ligne. Des joueurs de ligne, c'est ça. Fait que les edge... Un bon tackle à gauche. C'est ça. Fait que les edge, c'est vraiment très, très, très excitant pour un DG quand tu en as un qui est extraordinaire. Exemple, le film Draft Day. Vontae Mack, no matter what. J'espère que vous vous souvenez de ça. Voilà. Hey, on se laisse là-dessus. Kevin Costner l'a dit, il faut que ce soit vrai. On se laisse là-dessus. Lozir, dis-nous la quote, s'il te plaît. Merci à Dualité pour... Ah non, c'est pas ça. Vontae Mack, no matter what. Vontae Mack, no matter what. OK. Regarder. Non, mais là, tu m'as dit ça en partant la musique. Je pensais que tu me mettais sur le... Ah, ben non, on l'a oublié, hein, même si tu n'étais pas là pour nous le rappeler. On passe à Dualité. Dans le fond, le prochain épisode, on parle de nos prédictions la semaine prochaine, les matchs à regarder, qu'est-ce qu'on veut voir.
Je vous souhaite une super belle semaine de football, puis on se revoit très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.